On en vient à cette grande explication. Voici comment les journalistes du Figaro ont estampillé la longue interview de Nicolas Sarkozy publiée dans leur colonne ce jeudi. Un ancien président qui s'exprime sur les européennes, la situation en Israël et bien évidemment la guerre en Ukraine. À ce sujet, Nicolas Sarkozy plaide pour tendre la main à Vladimir Poutine. Que nous dit-il? La chose suivante, regardez. Quand Vladimir Poutine a eu la très mauvaise idée d'envahir la Géorgie, j'étais alors président du Conseil européen. On s'en souvient. À la suite de discussions très dures, nous avons trouvé une solution qui a permis à la Géorgie de rester indépendante. Et il poursuit. Le chef de l'État, vous allez le voir, c'est la preuve que l'on peut et que l'on doit discuter avec le président russe. Il ajoute encore une dernière chose, être fort avec Poutine, c'est prendre le risque de négocier directement et fermement avec lui, pas d'engager un engrenage guerrier aux conséquences incalculables. Lucas Manger, est-ce que ça fait beaucoup réagir ce qu'il a dit? Est-ce que être fort avec Poutine, ça serait maintenir ce dialogue avec lui? Est-ce qu'il n'a pas raison quand il cite cet exemple géorgien? Puisque la Géorgie est toujours indépendante. Alors, OK, il y a 20% qui a été, bien évidemment. Non, mais j'essaye de voir le verre à moitié point ou à moitié vide. Il a partiellement raison. C'est-à-dire que à l'époque où Sarkozy discute avec Poutine, c'est possible déjà. Ce qui valait en 2008 n'est pas forcément possible aujourd'hui. Le Poutine de cette époque-là n'est pas le Poutine d'aujourd'hui. Et Sarkozy avait réussi effectivement à discuter fermement avec Vladimir Poutine sur la question géorgienne. Il oublie un tout petit peu dans cette interview que certes la Géorgie est restée indépendante, a perdu 20% de son territoire et a aujourd'hui des chars russes qui sont à 40 km de la capitale. Et surtout, on sait les conséquences de ce qui s'est passé. Et que Moscou essaye en ce moment de c'est-à-dire déstabiliser. Que 15 ans plus tard, la Russie est en train de déstabiliser de manière féroce, puissante et aux conséquences qu'on ne connaît pas encore, la politique géorgienne en essayant d'appuyer la loi dont on a beaucoup parlé, la loi sur l'ingérence étrangère, et bref, a réussi à installer avec moultes ingérences, un pouvoir pro-russe en Géorgie. Il y a des élections en octobre, on verra ce que donnent les élections. Mais Nicolas Sarkozy oublie cette partie de l'histoire, c'est-à-dire que de ce qui a suivi, et il ne peut pas l'ignorer aujourd'hui, puisqu'il connaît très bien le dossier géorgien. Maintenant, encore une fois, sur Poutine, au moment où Nicolas Sarkozy parle avec Poutine, effectivement, il a raison. Il avait un dialogue ferme avec Vladimir Poutine. Mais je ne sais pas ce que ferait Nicolas Sarkozy s'il était au pouvoir aujourd'hui à la place d'Emmanuel Macron et des autres dirigeants. C'est Poutine qui a fermé la porte à beaucoup de discussions et beaucoup de négociations ces 2 dernières années. Je pense que si des chefs d'État occidentaux décrochent leur téléphone et disent à Vladimir Poutine « maintenant on discute », le nom vient du Kremlin. Alors, je renvoie déjà ceux qui nous regardent au livre d'Elsa Vidal, La fascination russe, qui décortique à la fois la fascination au sens propre de certains présidents français pour la Russie, notamment avec ces histoires de c'est le pays de Tolstoï, etc., mais aussi l'entêtement du dialogue, y compris quand celui-ci ne mène à rien, parce que qui peut donner un seul résultat tangible depuis ces 15 dernières années sur tous les dialogues qu'on a eu avec Sarkozy, avec Poutine, excusez-moi. Par exemple, le même Poutine qui disait, par exemple, en 2002, que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'était une décision souveraine de l'Ukraine. Et on nous explique 20 ans après que c'est nous qui avons provoqué les Russes en étendant l'OTAN, c'était une provocation envers la Russie. Le même Vladimir Poutine qui disait à Nicolas Sarkozy, puis à François Hollande, puis à Emmanuel Macron, mais il n'y a aucune troupe russe en Ukraine, ça n'existe pas. On ne peut pas parler avec quelqu'un qui vit dans un monde parallèle et qui, en plus de ça, refuse quoi que ce soit dans la moindre négociation. Le problème qui a été celui de Nicolas Sarkozy, en fait, c'est que si on prend ses déclarations à Nicolas Sarkozy en 2014, où il explique, je le cite, que tous ceux qui disent que Poutine va envahir l'Ukraine ne comprennent rien ni à la géographie, ni à l'histoire, ni à la volonté des dirigeants russes, et que Poutine n'a aucune volonté de s'étendre, le même Vladimir Poutine avait dit dès 2008 à George W. Bush, l'Ukraine n'est pas un vrai pays. Et à l'époque, Sarkozy se disait, et tous les dirigeants français après, ça c'est de la propagande américaine qui invente une menace russe imaginaire. On voit ce que ça a été. Mais comme le dit Lucas, à un moment ça a fonctionné. Les discussions en format Normandie, les accords de Minsk, ça a pu fonctionner à un moment donné, tout au début. Oui, ça a fonctionné. Et puis dans 5 ans, voilà, si on faisait un traité avec le Poutine où on s'arrête aux 20% du territoire ukrainien occupé aujourd'hui, dans 5 ans ça redémarre. C'est toujours pareil depuis 20 ans. C'est à peu près les 20%, d'ailleurs, c'est cyclique chez lui. Ce qu'il a conquis pour le moment. Aline Lebaille-Crémer. Ça a fonctionné, non. Oui, je suis d'accord. Je peux me permettre, là. On n'en serait pas là sinon. Pour revenir au départ. Les Russes n'ont jamais respecté aucun accord. Depuis 2014, il y a 200 cycles de négociations qui ont été tentés avec les Russes. Ils n'ont jamais rien respecté. Et pour revenir à Nicolas Sarkozy et la Géorgie... Et au départ, ils ont accepté, ils sont entrés quand même dans ce système. Oui, mais ils ont menti. Et après, ils ne l'ont pas respecté. Ça, c'est assez cyclique depuis 2014 pour l'Ukraine, voire bien avant. Et pour revenir sur la Géorgie, les Géorgiens n'ont pas tout à fait la même lecture de l'action de Nicolas Sarkozy sur place.
efficace, si je puis me permettre, parce que c'est un pays que je connais bien. Non, les chars n'ont pas été exactement arrêtés. Tout le monde s'est fait enfumer. La Géorgie s'est fait abandonner par tout le monde et elle en est là, si je puis me permettre aussi. Elle est dans la rue de façon historique. Il y a en ce moment en Géorgie plus de monde que pendant la Révolution des Roses. Donc ils savent l'urgence absolue de tout ce qui est en train de recouvrir partout, qui colle partout. Des agents, on appelle les titouchki, qui sont dans la rue, et les Ukrainiens connaissent très bien les titouchki. C'est ceux qui sont envoyés par le pouvoir de sécurité, on sait très bien d'où vient la base, pour organiser la violence. Oui, sont les nervis du pouvoir. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il y a dans son propos une méconnaissance absolue de l'objet dont il parle. Et ça vaut aussi pour l'Ukraine. Quand il explique par exemple que l'Ukraine doit être un pont entre le monde slave et l'Europe. Mais qui décide ce qu'un peuple a envie d'être quand il dit que c'est une mauvaise idée imposée par les États-Unis aux Ukrainiens que d'appartenir, que d'avoir candidaté à l'Union européenne. Mais enfin, c'est un combat des Ukrainiens depuis extrêmement longtemps, depuis 20 ans. C'est un combat d'un pays souverain. En fait, dans ce petit message, on sent quand même poindre l'intégration du logiciel de propagande russe. Quand il dit ça, c'est pas possible autrement. Je veux dire, il y a des gens en ce moment en Ukraine, en Géorgie, qui meurent et qui se font tabasser le drapeau européen à la main. Et ça, la CIA est peut-être très très puissante, mais enfin ça ne peut pas se construire. C'est le choix des Ukrainiens, c'est l'envie, c'est l'amour des Ukrainiens pour l'Occident et l'Europe qui fait ça. Et vous dites propagande pro-russe. Est-ce qu'ils ne pensent pas aussi, et je me pose la question, à sauver entre guillemets, pardonnez-moi, l'Ukraine? C'est ce qu'on a entendu, par exemple, quand Charles Grenurel va interroger des populations seniors du côté de Kharkiv. Certaines lui disent, oui, mais on ne sait pas ce qu'on va devenir. Est-ce qu'il ne faudrait pas négocier maintenant? Y penser, tout du moins. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir ce logiciel-là? Quand Zelensky a dit encore en fin d'année dernière, le Donbass, ça va être compliqué, par exemple. La Crimée et le Donbass, ça va être très compliqué. Donc, est-ce que Nicolas Sarkozy, on ne peut pas s'imaginer qu'il veuille sauver cette Ukraine dont on dit, et le coût de la reconstruction, il a été chiffré, ça sera 500 milliards de dollars, le coût de la reconstruction, par exemple, avec une Ukraine qui risque de disparaître? Alors, ce que Nicolas Sarkozy a dans la tête, ça lui appartient, je ne suis pas dans sa tête. Non, mais je sais pas, je me pose la question. Oui, non, mais on peut lui accorder ce bénéfice plutôt positif. Néanmoins, c'est toujours méconnaître la situation globale de ce pays. Et encore une fois, il y a le choix de la majorité, de l'immense majorité indéniable des Ukrainiens, même si on peut en trouver dans les coins qui en ont marre complètement et qui veulent se rendre, voire même qui sont pro-russes. Ça existe en Ukraine, oui. Il n'empêche que d'un point de vue strictement d'intérêt souverain d'un pays, c'est une immense majorité à 80% qui ne veut pas se rendre. Donc qui à part en ayant quand même une petite forme de mépris. Non, je pense qu'il voit aussi la dynamique russe actuellement et qu'il se pose des questions en fait. Il se pose des questions, mais dans le logiciel, il y a quand même un profond mépris post-colonial et assez impérialiste en réalité à l'endroit des populations dont il parle. Alors, on ne l'a pas encore entendu sur la question. J'aimerais bien qu'on l'entende. L'amiral Jean-Louis Vichot. Votre analyse de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, de ce que pourrait penser Nicolas Sarkozy. Et puis, promis, on parlera de Balzac et de Tolstoï juste après. Non, moi, je me contenterai simplement de rappeler le précédent des Sudètes. Quand les Allemands, les nazis, à l'époque, ont exigé à Munich que la Tchécoslovaquie abandonne les Sudètes, qui est un territoire qui était majoritairement peuplé par des populations germanophones, pour arriver à la paix. Ça s'appelait les accords de Munich. Sauf que les Sudètes occupaient une zone qui était la zone fortifiée qui protégeait la Tchécoslovaquie. Et on sait ce qu'il en est advenu. On a lâché sur les Sudètes à Munich et les Allemands ont complètement balayé la Tchécoslovaquie à l'offensive suivante. Bon, il n'y a pas d'antécédents constants en histoire, mais il y a quand même des précédents. Bon, bref, voilà, ma position, c'est un peu celle-là. L'Ukraine, actuellement, les territoires qui sont envahis, c'était les territoires qu'ils avaient fortifiés et protégés depuis 2014. Avdiivka est un excellent exemple, mais on peut penser aussi à toute la rive de la mer d'Azov. Céder ça aujourd'hui aux Russes, c'est très clairement leur permettre de gagner aujourd'hui pour demain avoir d'autres prétentions. En tout cas, c'est mon avis personnel.